On en vient à cette attaque meurtrière contre Kiev cette nuit. Au moins 13 personnes ont été tuées. On compte plus de 97 blessés. Le bilan s'alourdit, des blessés dont des enfants. Attaque de missiles russes contre la capitale ukrainienne. On va tout de suite aller retrouver notre envoyé spécial sur place, Nicolas Quadou. Vous êtes, Nicolas, devant l'un des bâtiments qui a été durement touché cette nuit. Oui, c'est ce bâtiment-là où un missile s'est abattu directement. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été arrêté par la défense antiaérienne. Et vous pouvez le voir sur les images de Théo Touché, les dégâts sont particulièrement impressionnants. On est dans un quartier totalement résidentiel, pas très loin du centre-ville de Kiev, 1 ou 2 kilomètres tout au plus. Et c'est à 1h du matin qu'un missile s'est abattu ici, avec ce bilan qui évolue, donc qui est terrible. Et donc ces recherches qui continuent parce que, avec cette quantité de décombres et le nombre d'habitations ici, les secouristes nous explique qu'il y a potentiellement encore des victimes sous les décombres, ce qui pourrait laisser penser malheureusement que le bilan pourrait s'alourdir. Avec Théo Touché, on a rencontré il y a à peu près 1 heure Natalia, une femme qui était dans son immeuble lorsque l'immeuble a frappé. Elle est sans nouvelles de son mari depuis, qui est probablement encore sous les décombres. Autant vous dire ici, Julie, que c'est le choc dans ce quartier. Ça fait près d'1 mois que Kiev n'avait pas été attaqué directement par des missiles, et l'attaque qui a eu lieu cette nuit, donc à 1h du matin, alors que la plupart des habitants de la capitale ukrainienne étaient en train de dormir, a réveillé absolument tout le monde. Il y a eu plusieurs dizaines de missiles, des drones également, une attaque planifiée de la Russie qui a donc frappé en plein cœur la capitale ukrainienne. Hasard du calendrier, peut-être pas, c'est arrivé seulement 1 heure après que Donald Trump ait déclaré à la Maison-Blanche qu'il avait conclu un accord de paix avec la Russie. Ici, on est très loin de la paix avec cette attaque qui a frappé le centre-ville de la capitale ukrainienne. Merci beaucoup, Nicolas, avec Théo Touché à la caméra, très loin de la paix, effectivement, avec l'une des pires attaques de missiles russes contre la capitale ukrainienne. Vous allez voir ces images des habitants de Kiev qui se sont réfugiés dans les couloirs des métros le temps de l'attaque. C'est donc des images de cette nuit. Les Ukrainiens qui tentent de s'abriter. On va les écouter, tiens, ces habitants. Nous vivons dans un foyer. Notre responsable a couru vers nous. Il nous a dit « faisons nos bagages et partons ». J'ai commencé à ranger mes affaires et il y a eu une autre explosion. La lumière s'est éteinte, le plâtre a commencé à tomber. Nous nous sommes tous enfuis rapidement. Tout le monde était effrayé. L'explosion était très forte. Les fenêtres de notre appartement ont été endommagées. Les appareils de cuisine se sont envolés du rebord de la fenêtre. Mais heureusement, nous sommes en vie. Je me serais bien endormie, mais ça a explosé. Explosé fort, très fort. Et on est en ligne avec Oleksiy Gorachenko. Vous êtes député ukrainien. Merci beaucoup d'être avec nous. On voulait recueillir votre réaction après cette attaque particulièrement meurtrière cette nuit, donc dans la capitale. Oui, bonjour. Ce n'est pas bonjour pour l'Ukraine, ce n'était pas bonne nuit. Ce n'est pas seulement Kiev, c'est aussi Kharkiv, Pavlograd et d'autres villes, mais Kiev, c'est le plus grand attaque. C'est tragédie, encore nouvelle tragédie. Et encore une fois, la Russie attaque les objets civils, les maisons de gens. Et c'est terrible, la guerre continue, il y a beaucoup de mots autour de cette guerre, mais il n'y a pas de solution, et c'est catastrophique. Quelle est la stratégie de Poutine derrière ces attaques, notamment contre la capitale, selon vous? Quelle est la stratégie de Poutine pendant ces plus de 3 ans? C'est le style, la façon que la Russie fait la guerre. Attaque contre les civils, barbarienne, c'est tout. Et la guerre continue et Poutine continue à attaquer notre ville. Merci beaucoup, Oleksiy Gorachenko, d'avoir témoigné sur notre antenne. Stéphane Bureau est avec nous, Patrick Sauce également. Bonjour à tous les deux. Stéphane Bureau, il a réagi, Volodymyr Zelensky, le président russe Vladimir Poutine, a uniquement le désir de tuer, et les autorités l'interprètent en tout cas en disant que c'est une preuve que Poutine veut juste continuer la guerre finalement, malgré ces discussions, ces rumeurs d'un accord. Il dit c'est que du vent, c'est la preuve.
Je ne sais pas si c'en est la preuve, mais c'est une manifestation très concrète de la volonté du président Poutine d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, les cibles civiles n'avaient pas été nombreuses. Ça n'avait pas été la stratégie ni pour les Russes ni pour les Ukrainiens. Là, est-ce qu'il y a une accélération pour ajouter à la menace de Donald Trump? Alors, derrière tout ça, c'est toujours cette idée peut-être qu'il y a collusion entre les deux. J'en doute. Je pense que surtout Donald Trump est en train de créer, lui, les conditions pour se laver les mains peut-être de l'Ukraine et normaliser des relations avec les Russes s'il n'y a pas d'entente à très court terme. Parce qu'il faut voir qu'au départ, si on a ouvert le dialogue avec Moscou, c'était au nom d'une entente de paix qui aurait été négociée et livrée à tout le monde. Alors, évidemment, les Ukrainiens étaient un peu réfractaires, mais je pense qu'ils étaient partants au départ. Aujourd'hui, Donald Trump est dans une situation, et d'ailleurs, c'est pas que sur l'Ukraine où il rétro-pédale un peu, où peut-être il est en train de se ménager une porte de sortie, dire, ben, on a tout fait. On a ici quelqu'un qui est responsable de l'échec, c'est Zelensky, par exemple, qui refuserait les conditions que nous lui imposons, parce que ça ressemble à ça. Des Européens et les Ukrainiens ont découvert à l'Élysée la semaine dernière ce qui avait été probablement négocié, établi, dessiné par l'envoyé spécial du président, M. Witkoff, avec le président Poutine. Cette entente pré-négociée, les Ukrainiens n'en veulent pas. En tout cas, très clairement, disent qu'ils n'en veulent pas. Et Trump, derrière, pourrait dire, ben, s'ils n'en veulent pas, on ne peut pas l'imposer, évidemment, mais on a fait tout ce que nous pouvions faire. Et par ailleurs, maintenant, nous allons avoir des relations plus normales avec la Russie, parce que c'est un scénario possible, très embêtant pour nous ici en Europe. Donald Trump, d'ailleurs, qui dit, Patrick Sauce, un accord est prêt avec la Russie. Et effectivement, maintenant, c'est Zelensky qui doit nous aider à le mettre en place, en gros, et qui pose problème. C'est ce qu'il dit, effectivement. Souvenez-vous que Donald Trump, il avait annoncé il y a quelques jours qu'aujourd'hui, devait être signé l'accord sur les minéraux entre les Américains et, pour le coup, les Ukrainiens. Ensuite, c'est assez difficile à suivre. Le Kremlin n'a absolument pas réagi à ces déclarations, si ce n'est par donc une frappe massive sur Kiev. Mais pour l'instant, on attend, vous le savez, c'est toujours à peu près à cette heure-ci. Là, dans quelques minutes, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, va poser son numéro. Parce que mais vous y voyez un lien, vous, entre ces frappes sur la capitale et l'annonce d'un accord entre la Russie et les États-Unis? Non, mais je vois un lien avec les déclarations de Trump hier. C'est-à-dire que le feu vert est totalement donné à Vladimir Poutine, qui a totalement le timing qu'il veut. J'en discutais notamment avec Paul Gogo, notre correspondant à Moscou, qui voit bien que chez les politologues russes, rien ne se passera tant que les Russes n'auront pas totalement repris la province de Koursk. On est à 99,5-6%. Mais pour l'instant, il est hors de question de négocier. Et on voit là aussi les déclarations, c'était ce matin, de Sergueï Shoigu, qui est le ministre de la Défense russe, qui a dit il est hors de question qu'il y ait quelconque opération de maintien de la paix. On parle vraiment de maintien de la paix. Ce serait même des casques bleus pour lui, que ce serait un niet complet. Donc pour l'instant, on est en train de parler de concessions à faire du côté des Ukrainiens, qu'ils feront pas sur la Crimée, sur le Donbass, mais les Russes pour l'instant n'ont absolument pas bougé le petit doigt. Donc effectivement, s'il y a un accord américain-russe sans concession aucune de la part de la Russie, je vois pas très bien où est le troisième côté ou le troisième sommet du triangle qui normalement est bien l'Ukraine. Normalement, c'est l'Ukraine. Et effectivement, les États-Unis demandent à Volodymyr Zelensky de renoncer à la Crimée. La Crimée, qui est un territoire ukrainien, qui est un territoire ukrainien qui a été annexé par la Russie en 2014. Et voilà ce que dit Donald Trump. Cette nuit, il s'en est pris violemment, et ça rappelait d'ailleurs cette séquence violente entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale. Il l'accuse de tenir des propos incendiaires sur la Crimée. Voilà ce qu'il dit. Cette déclaration est très préjudiciable aux négations de paix avec la Russie, car la Crimée a été perdue il y a des années. Ce sont des déclarations incendiaires comme celle de Zelensky qui rendent si difficile le règlement de cette guerre. Est-ce que Volodymyr Zelensky va devoir faire un pas dans cette direction? Est-ce qu'il va devoir accepter de lâcher la Crimée? Alors, les Ukrainiens disent que constitutionnellement, il est absolument impossible de le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait changer la Constitution pour accepter de pareilles concessions. Alors, peut-être qu'ils choisiront de le faire. Sur la question de la Crimée, qui est
très symbolique, évidemment. Les Américains, je pense, de fait, ont déjà reconnu la souveraineté des Russes. C'est-à-dire qu'en 2014, quand le président Obama avait dit « c'est une ligne que nous ne franchirons pas, nos intérêts vitaux ne sont pas engagés », implicitement, ce qu'il disait, c'est que arrangez-vous entre vous, mais pour nous, il n'y a aucun souci. On accepte la situation de facto. Reconnaissance officielle, c'est une autre affaire. Et c'est là où Trump menace peut-être unilatéralement de choisir, lui, de reconnaître la souveraineté. Il faut voir que pour l'instant, il n'y a aucun pays au monde. Alors, il y a des États inféodés à Moscou, l'Ossétie du Sud, je pense, l'Abkhazie, qui reconnaissent la souveraineté russe sur la Crimée. Des États qui eux-mêmes ne sont pas reconnus. Ne sont pas reconnus aux Nations Unies. Donc, ça serait effectivement un précédent très préoccupant. Je suis très curieux de ce que feront les Chinois, l'allié chinois de Moscou, dans un cas pareil. Ils marcheront sur la pointe des pieds, très certainement. Et l'enjeu, c'est est-ce que les Ukrainiens, eux, pourraient se rallier à cette idée, mais je conçois très, très mal. Ce qu'ils disent depuis le début, et Patrick pourra peut-être enchaîner là-dessus, mais accepter de perdre du territoire, soit, mais jamais officiellement nous reconnaîtrons ce fait accompli. Avec les États-Unis qui mettent la pression et qui le redisent, la patience de Donald Trump a des limites, sous-entendu, on risque de se retirer, de lâcher un petit peu le dossier si vous n'avancez pas. Merci beaucoup à tous les deux.